Il y a vraiment une prise de conscience, mais les autres secteurs qui ne sont pas concernés tout de suite, mais qui seront probablement concernés dans les années à venir. Et puis quand on va élargir les scopes, aujourd'hui on parle du scope 1 et 2, donc les émissions directes et les émissions liées à l'électricité et à l'énergie, mais demain peut-être le transport, le textile, l'agriculture, d'autres secteurs qui sont en cours de négociation seront concernés aussi par ces mécanismes d'ajustement carbone, et notre rôle est de les accompagner justement à travers la mise à disposition d'outils concrets. Donc l'outil bilan carbone, il est là, il existe, il est à votre disposition. Donc c'est vraiment très concret à travers la formation et le renforcement des capacités. Donc ce que nous organisons au Centre international Hassan II de formation à l'environnement, et aussi tous les webinaires de sensibilisation et les rencontres de sensibilisation. Je rappelle qu'avec la CGEM, nous organisons des tournées régionales. Nous allons dans les différentes régions du Maroc au contact des entreprises pour les sensibiliser, pour les accompagner, pour leur donner les outils de pouvoir justement mesurer, calculer leur bilan carbone, mettre en place des plans d'action pour réduire leurs émissions et éventuellement aussi compenser les émissions irréductibles. Comme ça a été aussi mentionné, il y a un potentiel de captation de CO2 qui est aussi très important et qui n'est pas encore très développé et exploité exactement. Donc la Fondation, depuis le 2009, mène des programmes de compensation volontaire carbone dans différents secteurs, notamment à travers la plantation, donc de séquestration. Nous plantons principalement dans la palmeraie de Marrakech, qui est un territoire géré par la Fondation, mais pas que. Nous avons planté avec notre partenaire l'One Branche Électricité dans la région de Jarada, juste à titre d'exemple. Nous avons aussi des programmes d'équipement d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique dans des écoles en milieu rural qui ne sont pas rattachés au réseau national et que nous équipons en panneaux photovoltaïques. Il y a aussi la catégorie déchets, donc à travers l'opération Bhar Bla Plastique que vous connaissez, qui intervient pendant la saison estivale. Nous collectons les plastiques sur les plages marocaines et ces plastiques sont triés, recyclés, revalorisés à travers nos partenaires. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la mobilité durable. Nous avons lancé un pilote avec l'Université Qadiaïa de Marrakech, où nous avons mis à disposition des étudiants des vélos électriques pour leur permettre de faire les déplacements université, domicile, voilà, pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre liées à leur déplacement. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci. C'est une décarbonation bien en marche. Merci. Et peut-être tout à l'heure, vous reviendrez sur ce que tout le monde, je le dirais, si vous la question qui taraude tout le monde, cet outil, qu'est-ce qu'il vaut en termes de, j'allais dire, de valeur de mesure, si je peux me permettre de dire les choses ainsi, notamment à l'égard du CBAM, hein, pour ne pas omettre cette affaire-là. Je vais vous présenter les éléments qui relèvent de l'IMANOR, surtout en termes de paysage normatif, de vérification, parce que l'IMANOR intervient en amont, un peu en amont, mais surtout après la mise en place d'une démarche de décarbonation, dans la mesure où en amont, on se prépare, surtout avec la Fondation, pour former des consultants, comme j'ai dit tout à l'heure, pour créer au Maroc, développer le concept avec des Marocains, avec des compétences marocaines, et permettre à l'entreprise marocaine d'accéder et d'acquérir facilement et à moindre coût ces compétences. Et bien sûr, après la démarche de décarbonation, l'IMANOR intervient pour mener la vérification ou l'évaluation et attester que la démarche ou la technique ou la méthodologie appliquée par l'entreprise respecte bien les principes énoncés dans les normes internationales et respecte les différents éléments qui donneront le bilan carbone réel sur lequel seront basées les politiques gouvernementales ou bien les mesures qui sont appliquées aux frontières. Donc je ne vais pas m'attarder sur la définition des gaz à effet de serre. Elles sont nécessaires, mais lorsqu'on dépasse un certain seuil, elles deviendront préoccupantes. Donc ce qui fait qu'il faut intervenir pour réduire ces gaz à effet de serre, surtout pour les secteurs qui sont les principaux émetteurs, ont été cités tout à l'heure, tels que la mobilité, tels que l'activité industrielle d'une manière générale. Donc les principaux gaz à effet de serre, vous les connaissez, ça c'est pour rappel des gaz à effet de serre, mais surtout le CO2 qui est la principale émission. Donc certaines définitions
qui sont utilisés dans le cadre de le contexte de la décarbonation, on parle toujours des émissions directes. Donc ce sont des émissions qui sont de sources appartenant ou étant sous le contrôle de l'organisme, donc elles sont à l'intérieur de l'organisme. Vous avez une combustion en interne, vous avez une réaction chimique, vous avez une opération au sein de l'organisme, vous avez une émission directe qui relève de vous, sur laquelle vous avez la maîtrise ou le contrôle. Vous avez également des émissions indirectes, donc Madame Jandé a parlé tout à l'heure scoop 2, scoop 3, etc. Ce sont des émissions indirectes qui découlent des opérations, activités de l'organisme, mais qui proviennent de sources externes qui n'appartiennent pas à l'organisme, comme l'énergie par exemple. Vous utilisez l'énergie, mais vous n'êtes pas producteur de l'énergie. Nous avons également l'inventaire de GES, donc il faut faire un inventaire et les normes internationales exigent un certain nombre de principes qu'on va les voir. Dans l'inventaire, il faut être exhaustif, indépendamment de la significativité de l'émission, il faut l'identifier et par la suite justifier l'élimination de l'émission ou la non prise en compte de cette émission. Nous avons le principe de vérification, c'est l'équivalent de la certification. Donc il n'y a pas de concept de certification dans la décarbonation. Vous avez à faire vous-même un calcul ou un bilan carbone, une comptabilité carbone. Vous devez le faire vous-même en s'appuyant sur des consultants compétents, ayant la compétence requise pour faire un bon calcul en respectant les normes internationales. Et on intervient par le processus de vérification pour vérifier si la méthode est fiable, si la valeur trouvée reflète effectivement la réalité des émissions. Nous avons également la validation, donc il s'agit de projets. Vous annoncez, parfois vous projetez de réduire, de faire des réductions, de faire des actions pour décarboner. Donc le processus de validation intervient pour attester la conformité de votre démarche. Donc le contexte, donc je vais brièvement rappeler le contexte donc international. Donc il y a les ODD, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui accordent une place importante à la décarbonation. Nous avons les exportations, on a tous parlé de CBAM, etc. Mais il y a d'autres pays aussi qui se lancent dans cette taxation qui ne vise pas nécessairement la protection du climat, mais qui peut s'inscrire dans certains cas en tant qu'obstacle technique au commerce pour soulager leur industrie locale, pour soulager leur économie. Donc le carbone est utilisé aussi à cette fin. Nous avons aussi au niveau national un certain nombre d'initiatives, dont une convention qui a été signée par 6 partenaires sous la supervision de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Donc il y a la Fondation, il y a le ministère de l'Industrie, le ministère de la Transition énergétique, de développement durable, la CGM et l'AME. Donc c'est une convention qui vise à organiser l'intervention de ces différents partenaires pour pouvoir offrir à l'entreprise marocaine un cadre adéquat pour réussir la décarbonation. Nous avons également, pourquoi l'IMANOR? Parce que nous sommes un organisme national de normalisation. Notre mission, notre stratégie, c'est d'apporter l'appui aux politiques publiques et à toute initiative visant le développement économique de notre pays. J'ai parlé de la Convention. Nous avons également la mission d'élaborer des normes et de mettre en place des démarches de certification et d'évaluation. Alors, quel est le paysage normatif applicable à ces activités? Nous avons bien sûr la fameuse norme qui vous permettra d'établir un inventaire exhaustif de vos émissions. C'est la 14064-1. Donc, il y a les autres, donc je ne vais pas en parler. Mais toutes ces normes sont utilisées par l'entreprise elle-même avec l'appui de consultants. Et la norme est accompagnée d'une autre norme qui est la norme 14069 qui vous guide pour bien utiliser et bien profiter de la norme 14061 pour identifier tous les postes d'émission. Et après, vous allez vous-même déclarer les déclarations à gaz à effet de serre sous votre responsabilité. La même chose, donc il y a la déclaration. Donc toujours la déclaration, même si on est dans un contexte de vérification, il y a ce qu'on appelle l'engagement avec le besoin de l'utilisateur. C'est comme la certification. Vous avez un utilisateur, un client qui vous demande une valeur, un bilan. Donc vous devez mettre en place une démarche pour le satisfaire. Et nous avons les personnes ou les organismes qui interviennent doivent eux-mêmes respecter un certain nombre de dispositions. Donc il y a la 14064-3 qui permet à l'organisme qui intervient pour vérifier d'adopter de s'appuyer sur des lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre. Nous avons 2 autres normes qui sont aussi importantes.
c'est la 14065, c'est-à-dire si je dois opérer ou exercer la vérification, je dois moi-même être organisé selon la norme 14065 pour être accrédité par un autre organisme, c'est-à-dire il va juger que j'ai suffisamment de compétences pour offrir à l'entreprise qui le souhaite une vérification fiable. Il y a aussi, c'est une norme importante, la 14066, qui permet de choisir de bons vérificateurs. Parce que derrière toute décision d'un organisme de vérification, il y a un vérificateur. C'est lui qui est à l'origine du rapport et des appréciations sur lesquelles l'organisme de vérification va décider. Donc il faut que lui-même ait suffisamment de compétences pour faire de bonnes propositions. Alors l'infrastructure de vérification, donc vous avez les exigences du marché, bien sûr, mais il y a également les exigences légales. Parfois, par exemple, en France, indépendamment du marché et de l'exportation, donc il y a la taxe carbone qui est appliquée à toutes les entreprises qui l'exportent ou non. Donc nous avons aussi, au niveau national, ces exigences qui sont soit au niveau national ou international, comme au Maroc, même si on n'a pas d'exigences d'ordre fiscal au niveau marocain, mais avec nos partenaires, on est confronté à ces exigences. Alors, nous avons l'entreprise qui est la principale concernée par tout autre organisme. Donc, la décarbonation ne concerne pas uniquement l'entreprise qui fait de la production, mais également tout organisme un bâtiment peut émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, tous les organismes émetteurs sont concernés et s'appuient sur les normes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ces entreprises sont accompagnées par des consultants compétents. J'insiste sur la compétence parce qu'avec la décarbonation, avec tout nouveau concept, on constate sur le marché l'émergence de beaucoup c'est-à-dire de soi-disant consultants qui proposent parfois des prestations qui ne sont pas à la hauteur et qui risquent de décevoir l'entreprise et qui sera amenée à perdre confiance dans le concept lui-même. Donc la partie compétence est intéressante. Nous avons l'organisme de vérification donc, qui intervient par des vérificateurs pour attester que le bilan de l'entreprise est correct. Et nous avons par la suite l'organisme d'accréditation qui est normalement au niveau de chaque pays, il y a un seul organisme qui intervient pour accréditer, pour reconnaître la compétence de tous les intervenants dans ce processus d'évaluation et elle s'appuie sur des évaluateurs et bien sûr cet organisme discute ou négocie la reconnaissance internationale pour que la vérification ou l'attestation qui sera émise au Maroc ou dans un autre pays sera reconnue dans un pays de destination. Donc certains principes qui doivent être respectés dans le cadre d'une méthodologie de réalisation d'un bilan carbone sont bien sûr l'exactitude, la cohérence, la complétude, la pertinence et la transparence sont généralement les mêmes principes qui sont rappelés dans toute démarche de management. Il faut s'appuyer sur ces principes pour réussir une démarche de décarbonation. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'inventaire, donc vous connaissez un petit peu les sources d'émissions, donc le temps aussi. Donc nous avons mis en place, pour pouvoir aider l'entreprise marocaine à relever ce défi, nous avons mis en place un système marocain national de vérification de bilan des gaz à effet de serre, donc, qui est basé sur la norme 14064-1 et qui sera complété éventuellement par d'autres exigences du marché, parce que l'objectif, ce n'est pas de mettre en place un système maroco-marocain, mais surtout de mettre en place un cadre qui permettrait, qui évolutif, qui devrait être en mesure de répondre aux attentes de l'entreprise et de ses partenaires. Donc plusieurs actions ont été réalisées en large partenariat avec la Fondation Mohamed VI, donc elles ont été citées par Mme Jrandi. Donc la formation de perfectionnement, la formation des vérificateurs. Nous avons aujourd'hui une liste de formateurs qui sont à votre disposition. Les vérificateurs qui sont aussi formés, qualifiés pour pouvoir évaluer la pertinence de votre bilan carbone.
L'objectif, c'est de mettre à la disposition des opérateurs marocains une expertise nationale accessible, c'est important, expertise mais accessible aussi, et permettre aux entreprises marocaines de recourir à des formateurs confirmés via un registre national. Nous avons l'intention, avec la Fondation Mohamed VI de l'environnement, de référencer des formateurs, et ça appartient à l'entreprise d'y faire appel ou non, mais nous, on va rassurer l'entreprise sur la compétence des personnes proposées. Cela n'exclut pas qu'il y aurait d'autres personnes, d'autres compétences qui pourraient intéresser et c'est-à-dire proposer la prestation à l'entreprise. Aussi, réaliser des actions de communication parce que c'est important. Il faut que l'entreprise sache que la décarbonation, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Il faut l'entreprendre le plus rapidement possible pour éviter toute surprise liée à l'accès aux différents marchés actuels ou futurs. La démarche de décarbonation, c'est rapide. Donc, il faut qu'on réalise un état des lieux, identifier les principaux postes de consommation, donc faire un bilan des émissions des gaz à effet de serre en se basant sur les normes que j'ai citées tout à l'heure, construire une stratégie, c'est important, une stratégie basée sur la formation des équipes, parce que la démarche doit être menée et suivie par des équipes compétentes qui appartiennent à l'entreprise, comprendre les leviers de décarbonation, ça fera l'objet peut-être d'autres panels, c'est-à-dire comment on va réduire cette décarbonation. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodologies, donc il vous appartient de décider sur quel levier vous allez vous appuyer pour réussir, mais également, il y a des acquis qui sont très importants, soumettre votre bilan, quel que soit son niveau, à une évaluation pour le vérifier, mais également le fait de faire certifier votre système de management de l'énergie serait un atout considérable pour vous permettre de réussir la décarbonation, étant donné que les principales émissions émanent de la consommation de l'énergie. Pour conclure, voilà certaines perspectives qui sont aujourd'hui prévues dans le cadre de l'action de Limanor. Donc on va lancer des modules de formation sur ce que nous avons acquis dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour initier des entreprises ou des techniciens de l'entreprise à des démarches de décarbonation pour que l'entreprise prenne elle-même le projet, mais également développer des expertises nationales en la matière. On adopte et publie des nouvelles normes et guides pour familiariser l'entreprise avec ces concepts et pour le vulgariser au maximum, mais également développer des outils d'information et de communication, aussi de sensibilisation sur les enjeux de la décarbonation, des séminaires en partenariat avec nos partenaires, également la mise en place d'une veille sur l'évolution de ces pratiques parce que c'est important et nous avons comme première action adhéré au comité international sur les changements climatiques. Donc il y a un comité de l'ISO qui est chargé du changement climatique. Donc nous avons adhéré à ce comité pour avoir l'information en temps réel sur l'évolution des normes et on informe en conséquence les entreprises pour qu'elles prennent au moment opportun les actions nécessaires pour s'y conformer. Donc voilà et merci pour votre attention. Donc nous sommes dans les temps, alors peut-être on permettrait à la salle de poser une ou deux questions pour profiter du panel qui est ici présent. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Deux questions, pas plus. Alors, moi, j'ai une question stratégique sur le bilan carbone. Parce qu'aujourd'hui, chacun, il fait une action à part, soit des formations, soit de vérification, etc., etc. Mais nous manquons d'un organisme qui fédère tout ça. Pourquoi aujourd'hui, chacun tire la couchette pour lui? C'est ça ma question. Donc on a besoin, à mon avis, d'un ministère, d'un organisme à qui on fait confiance, qui fédère tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on perd confiance. C'est très vite, Alex, ça me fait plaisir. Concernant la certification 14000, 64, 1, 2, 3 et 65, 66 et 67, ça dérive de 14 000 environnementales. C'est une certification. Vous parlez de l'obligation. C'est la première fois qu'on entend qu'une norme doit être obligatoire. Est-ce qu'elle dépend de la norme ISO 50 000? Est-ce qu'il faut certifier 50 000 pour avoir les autres certifications? Et seconde question, la dernière, à votre patience.
Est-ce que l'élément humain dans une entreprise fait partie des effets de serre? Cause. Je commencerai par la dernière question qui présente beaucoup peut-être d'importance pour les participants. Donc, il n'y a pas d'obligation au CED, professeur, ce sont des normes volontaires. L'obligation vient du marché. Aujourd'hui, comme toute démarche de management, ISO 9001, 14001, etc., ce sont des obligations du marché, pas de l'autorité. Donc on ne va jamais vous obliger à avoir une vérification carbone ni une certification énergétique. Mais si par exemple l'audit énergétique est obligatoire, mais si vous avez une certification, elle est prise en compte, elle est considérée comme un audit. Pour la partie 50001, c'est une recommandation. Étant donné que les principales émissions viennent de l'énergie, donc le fait d'avoir une démarche ISO 50001 vous permettra d'identifier les principaux postes de consommation de l'énergie et d'intervenir avant même la démarche de décarbonation, et vous allez assurer une certaine complémentarité entre une démarche d'énergie qui est dans la plupart d'entreprises assujetties au bilan carbone, qui est obligatoire parce qu'ils ont l'audit énergétique, mais de s'appuyer sur la démarche pour réussir votre démarche de décarbonation. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question? Pour la question de coordination, je pense, dans la région, et Mme Jean-Di peut-être peut le confirmer, dans la région, parce qu'on vient d'accéder à la décarbonation, c'est nouveau, voilà, on évolue avec le contexte. Mais le mécanisme de coordination, il fonctionne très très bien au Maroc, si on le compare avec d'autres régions. D'ailleurs, je vous ai parlé, avant même de démarrer, nous avons crédibilisé notre démarche et visé à assurer cette complémentarité en signant une convention signée par les ministres, donc avec la supervision Air Climat. Donc c'est une convention signée par la Fondation Mohamed VI de l'environnement, avec le ministère de l'énergie, avec le ministère de l'industrie, avec le ministère du développement durable, avec l'IMANOR, avec l'AME, avec la CGM. Donc tous ces intervenants qui sont concernés travaillent en large concertation. On tient beaucoup de réunions, on tient beaucoup de concertations pour assurer des complémentarités et pour éviter d'avoir des actions dispersées d'ici et là pour optimiser le travail. Bien sûr, toute démarche, à l'instar de toute activité, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Chacun a ses aspirations, mais il y a l'intérêt général, l'intérêt du Maroc, qui est basé sur des éléments principaux. L'accès à des activités, à des prestations, mais assurer la compétence, assurer le sérieux, ce sont des éléments et des principes qui sont à 90% respectés. Bien sûr, il y a l'intervalle de confiance qui peut varier d'un organisme à un autre, d'un contexte à l'autre. Et là, c'est discutable. Et on est toujours dans une démarche d'amélioration continue. On recueille les remarques positives pour pouvoir les étudier leur pertinence et les intégrer dans les versions 2 de nos démarches de management. Madame Jean-Di, je ne sais pas si vous avez un petit mot. Alors, pour vous rassurer, monsieur, on parle de l'engagement du Maroc dans le cadre d'une convention internationale. Bien sûr, il y a des engagements au niveau national. Mais dans le cadre de la Convention internationale, il y a des dispositions internationales et on se plie aux dispositions internationales. Dans tout le monde, les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ils ont un point focal. Et le point focal, ce sont les départements ou les ministères de développement durable ou de l'environnement. Et c'est le cas pour le Maroc. Pour vous rassurer, nous, on a signé la Convention en 93, ratifié en 96, on a réalisé dans le cadre de la Convention des communications nationales qui informent un peu sur la vulnérabilité, l'état des lieux, les inventaires, les mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation, les aspects transverses, la mobilisation des financements, etc. On est à la 5e communication nationale. Après sont venus les rapports biennaux. Après, maintenant, on a, dans le cadre de la transparence totale, on a la réalisation des indices, les actualisations des indices, etc. Tout ça, ça se fait. C'est centralisé au niveau national par le point focal qui est le ministère de la Transition énergétique et Développement durable. Mais on travaille en concertation avec tous les ministères, avec les opérateurs économiques, on salue aussi la société civile, on associe avec nous les médias parce qu'ils doivent rapporter et dupliquer l'information. Alors, tout ça,
on mutualise nos efforts et je salue, par la même occasion, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le rôle très important, capital que fait la Fondation. Nous, un ministère, on n'a pas pu le faire bien avant. Le calcul des facteurs d'émission, c'est très important, ce qui nous permet, quand on n'a pas de facteurs d'émission spécifiques au pays, on utilise les facteurs d'émission génériques. Le spécifique, il nous permet de réduire la marge, et ça donne la précision totale. Et c'est très important. Pourquoi le Maroc il est leader aujourd'hui en matière dans la région? Pourquoi? Parce qu'on a des bras opérationnels, des partenaires qui ont cru en nous, qui sont impliqués, qui sont mobilisés et on travaille dans la durabilité. Donc, soyez rassurés, tout ça, c'est canalisé parce qu'on rend compte à la Convention. On doit soumettre. Et tout ce qu'on soumet, que ce soit communication, que ce soit rapport biennal, etc., c'est validé et vérifié par des experts internationaux et par rapport à des directives internationales. Donc tout est fait, donc je dirais presque 100%. Parce que nous, on estime que c'est 100% au plus. Maintenant, s'il y a des améliorations, on aspire toujours à des améliorations. Mais on est fiers de cette collaboration qui est autour de ces thématiques-là, parce qu'on est un pays très impacté. En témoigne aujourd'hui le problème du stress hydrique. Voilà. Un petit mot. Moi, je ne vais pas tarder. Tout a été dit. Tout a été dit, pas de souci. Moi, je voulais seulement dire que la décarbonation de l'industrie est nécessaire, obligatoire, incontournable. On travaille ensemble. C'est une opportunité pour améliorer sa compétitivité, lui permettre d'accéder à d'autres marchés en plus de l'Union européenne. On œuvre ensemble, toutes les parties prenantes, pour réussir ce challenge. Maintenant, il y a deux défis pour moi. Personnellement, c'est un appel. Il faut le financement, c'est obligatoire si on veut réussir. Et il faut la réglementation. Les textes d'application des lois, il faut qu'ils soient mis sur le terrain pour ouvrir le marché au secteur privé, pour faciliter l'accès de l'entreprise à l'énergie verte, pour accompagner tous les chantiers de l'hydrogène, etc. Il faut la réglementation qu'il apparaisse le plus tôt possible. Et je vous remercie beaucoup.